parle, qui évoque justement cette question cruciale, celle dont nous parlons à l'instant, cette question du transfert de l'uranium. L'uranium enrichi de l'Iran ne sera transféré nulle part. Tout aussi important et sacré que le sol iranien l'est pour nous, cette question l'est également pour nous. Le transfert de l'uranium enrichi de l'Iran vers les États-Unis n'a jamais été évoqué dans les négociations. Ces questions soulevées font partie d'une campagne médiatique lancée pour influencer les négociations et la table des négociations. Alors d'abord, pardon, ça n'était pas le ministre des Affaires étrangères iranien, M. Araghchi, c'était son porte-parole. Benoît Grémard, comment comprendre là, si les Iraniens réagissent immédiatement, parce que là on est dans du direct. Il y a très peu de temps qu'il a exprimé ceci, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, c'est qu'ils sont passablement excédés par justement, j'imagine, les tweets de Donald Trump qui prétendent que l'uranium sera extrait d'Iran et apporté aux États-Unis. Oui, c'est un démenti direct et formel de la part de l'Iran de manière assez rapide, dans le sens où on voit bien qu'en fait que le nucléaire iranien, donc l'uranium enrichi, c'est un enjeu de guerre. C'est dans cette guerre notamment que les Américains veulent faire de déprolifération. Là, vous êtes finalement dans un outil de souveraineté que les Iraniens ne lâcheront jamais. Et donc Donald Trump peut en fait souhaiter tout ce qu'il veut. J'imagine qu'il pourrait aussi souhaiter la même chose auprès de la Corée du Nord. Enfin, tout le monde va lui rironner au niveau de cet enjeu. Les Iraniens ne lâcheront jamais en fait les kilos d'uranium au niveau des États-Unis, même pour 20 milliards ou même pour n'importe quelle somme que vous souhaiterez. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment court-il le risque d'être démenti par les Iraniens sur la même plateforme qu'est Twitter X pour ce qu'elle vaut, n'est-ce pas, puisque les Iraniens, quand ils répondent, souvent ils le remettent dans la boucle. Ça veut dire que toute sa base à laquelle il s'est adressé, en leur faisant miroiter ou en leur faisant croire qu'il va ramener tranquillement ce nucléaire enrichi à la maison, mais ils vont voir la réponse et le démenti des Iraniens. Malheureusement, ils ne lisent que lui. Ils ne lisent pas, ils le croient pas. Ce que j'ai déjà dit sur ce plateau, je vis dans le seul quartier MAGA de New York, et donc je peux vraiment, j'ai le. Oui, vous êtes franco-américain, j'ai oublié de le dire. Oui, donc vous vivez entre les États-Unis et la France. Je vis aux États-Unis, je vis dans un quartier MAGA, purement MAGA, avec ma propriétaire qui avait affiché le portrait de Trump sur notre immeuble. Donc pour vous dire, je peux prendre le pouls, vraiment quelle chance, ça, mais pour prendre le pouls, c'est parfait. Malheureusement, on parle vraiment de l'électorat MAGA de base, hein, je ne parle pas des républicains en général, évidemment. Peu importe ce que les Iraniens pourront dire, peu importe. Ils ne lisent que lui. Exactement. Regardez tous les mensonges quand même depuis 8-10 ans, les promesses qui n'ont jamais été tenues. Et non, ils lui font crédit, ils le croient, donc ils boivent ses paroles. La logique maximaliste en fait, nucléaire par rapport à Donald Trump, c'est effectivement pousser un maximum les curseurs dans la négociation pour peut-être, j'imagine, espérer revenir à peut-être un accord de type accord de Vienne de 2015 où on limite à ce moment-là seulement les centrifugeuses. Mais en fait, on laisse tout ce qui est finalement côté kilogramme d'uranium enrichi sur place. Tout ce qui a été déjà enrichi. Ça, c'est côté iranien. Ce serait le côté en fait peut-être des négociations sous-jacentes dans l'esprit de Donald Trump, de faire une poussée maximaliste dans la négociation pour revenir à un terrain relativement acceptable pour les deux parties et faire une sortie de crise. Selon Lindsey Graham sur Fox News, qu'il a dit tout à l'heure, le sénateur républicain de Caroline du Sud, voici ce qu'il a dit, c'est un breaking news pour moi. Donald Trump parle directement avec les Iraniens, c'est lui qui négocie. Est-ce que vous pensez que c'est possible? C'est toujours possible quand on parle de nucléaire, dans le sens où là vous êtes vraiment... Il prendrait son téléphone directement? C'est tout à fait possible. Donald Trump aime bien communiquer, c'est un négociateur, mais quand on parle de nucléaire, on parle vraiment en fait au sommet de l'État des intérêts vitaux. Et effectivement, c'est souvent en fait le président, que soit Trump, que ce soit Poutine, que soit Macron, qui parle en fait du nucléaire parce qu'il engage finalement la nation entière. Mais oui, c'est tout à fait possible effectivement que Donald Trump utilise en fait son téléphone pour parler, dans le sens où si on voit ces guerres comme une guerre de déprolifération, c'est vraiment sortir par le haut de cette crise. Puisqu'on voit que le changement de régime n'a pas fonctionné, que le soulèvement de la population iranienne n'aura pas lieu, etc. Et donc c'est une des seules finalement cartes à jouer politiques au niveau de Donald Trump pour arrêter cette guerre relativement dans des termes qui pourraient finalement être acceptables pour lui, j'entends, dans le sens où il va pas non plus dénucléariser en fait l'Iran comme il n'a pas su dénucléariser la péninsule coréenne. Ça, là-dessus, il faut effectivement regarder aussi le résultat. Mais c'est une façon pour lui aussi
aussi justement de montrer en fait qu'il est dans le jeu et au centre en fait des manettes. Oui, mais alors justement sur ces négociations en cours sur le nucléaire, le moratoire est très important, la durée du moratoire. Il y a donc un document qui est en cours d'élaboration, comme dans toutes les négociations. Et à Islamabad la semaine dernière, les États-Unis ont exigé de l'Iran un moratoire de 20 ans. C'est-à-dire qu'il s'arrête pendant 20 ans. Ce à quoi les Iraniens ont répondu 5 ans. Donc entre 20 ans et 5 ans, il y a quand même une énorme différence. Comment trancher ? Comment trancher avec l'intérêt justement, avec les élections aussi politiques, dans le sens où le nucléaire c'est quelque chose sur du temps long. Les Iraniens ne sont pas encore au fait de développer un arsenal nucléaire opérationnel. C'est-à-dire vous avez en fait, c'est-à-dire qu'ils ont le temps long pour eux, comme ils l'ont fait depuis 20 à 25 ans. C'est-à-dire le programme nucléaire iranien, il était clandestin jusqu'en 2002, après justement après sa révélation. Mais vous avez en fait un temps de production d'uranium enrichi. Ensuite vous allez avoir la miniaturisation, la vectorisation, la détonation. Et souvent, une puissance nucléaire fait un petit test en fait pour montrer à la face du monde qu'il est devenu, qu'il a accédé au rang nucléaire. En 5 ans, écoutez, vous avez le temps de faire beaucoup de choses, c'est-à-dire enrichir progressivement de l'uranium, de rebâtir des centrifugeuses, de rebâtir en fait tout un complexe souterrain progressivement, avant justement de publiquement annoncer un enrichissement. Bon, mais vous, Benoît Grémard, vous êtes spécialiste du nucléaire, vous voyez pas du tout les Iraniens abandonner cette prérogative. Ils l'ont jamais abandonné, c'est-à-dire même avec l'accord de Vienne de 2015, où l'idée c'était en fait de mettre au rebut 13 000 centrifugeuses. Les Iraniens les ont stockées, c'est-à-dire ils ne sont pas débarrassés, ils n'ont pas remis à l'AIEA, ils n'ont pas fait sortir de l'Iran. Et là, le stock, il serait prêt à le faire sortir ? Non, bien sûr non que plus. Non, puisque c'est un enjeu de puissance. Si vous voulez, quand Donald Trump propose 20 milliards de dollars, ça ne coûte rien, ça n'est rien par rapport à une sanctuarisation du territoire où vous empêcherez le grand Satan, les États-Unis, de bombarder une nouvelle fois en fait l'Iran au risque d'une menace nucléaire. Avant que Sophia Mara vous pose une question, je vous livre cette citation là aussi du porte-parole du ministère des Affaires étrangères là-dessus. L'uranium enrichi est aussi sacré pour nous que la terre iranienne et ne sera transféré nulle part en aucune circonstance. Oui, ça va dans le sens de ce que vous disiez. D'ailleurs, cela dure depuis le Shah, avant même la République islamique. Est-ce que vous pouvez confirmer ou pas, en tant qu'expert, que les Iraniens, même malgré la signature en 2015 du fameux accord sur le nucléaire, eh bien, ont continué en cachette et malgré les visites des experts de l'AIEA à produire, à avoir comment vous appelez ça, ces centrifugeuses. Oui. Est-ce que c'est vrai qu'il y a eu violation de l'accord de 2015 en cachette par les Iraniens, ce qui justifierait d'une certaine manière le fait qu'en 2018, Donald Trump ait jeté le fameux accord? Que disait l'accord de Vienne? C'est-à-dire, l'accord de Vienne autorisait l'Iran à enrichir à 3,67%. On en est à 60%. Si vous voulez, les activités civiles, vous enrichissez de 3 à 5%. Au maximum, vous faites à 20%, mais pour des raisons médicales. Entre 20 et 60%, là, on est clairement dans une autre dynamique, c'est-à-dire en fait clairement du militaire, parce que il est toujours plus facile en fait d'enrichir. Vous savez, l'enrichissement, en fait, le temps diminue au fur et à mesure de vous arrivez de 100%. Donc, on va pas se leurrer, c'est même plus la question. Ils veulent le nucléaire. Oui, mais ça c'est après le fait que Donald Trump ait rejeté cet accord. Moi, je parle de 2015 à 2018. Y a-t-il eu ou non tricherie de la part des Iraniens? C'était le temps de la percée, c'est-à-dire l'idée c'était finalement l'accord de Vienne était là pour limiter le temps d'acquisition, mais finalement quand en 2015 vous avez 300 kilos d'uranium enrichi et qu'en 2025 vous en avez 450, effectivement on peut dire qu'il y a un peu de tricherie, d'autant que si vous empêchez l'AIEA... Pendant l'âge d'or entre les deux, mais si vous empêchez l'AIEA de faire des contrôles, de regarder... Forcément il y aura de la tricherie. Forcément il y a de la tricherie et vous avez forcément quelque chose à cacher parce que vous ne faites pas une œuvre de bonne foi au niveau notamment du droit international. Alors donc, il y avait l'AIEA et il y a également la Russie dont on n'entend plus beaucoup la voix, mais Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, ce matin depuis Moscou, lorsqu'il présidait une réunion